Bien, bonjour à tous, salam alaikum. Merci au Bruxelles Panthère de nous avoir invités et je remercie également le Piano Bar de nous accueillir et je vous remercie tous d'être là, malgré le beau temps, ça me fait plaisir. Je vais faire une très rapide présentation des indigènes de la République pour poser un cadre et pour pouvoir vous permettre de comprendre à partir de quelle position on parle. Et donc, on va situer l'analyse de Mahdi, l'analyse de Youssef et la mienne ensuite. Donc, très rapidement, les indigènes de la République, et je vais le dire de manière tout à fait provocatrice, pour commencer, les indigènes de la République sont le produit au même titre que Dieudonné, sont le produit du champ politique blanc, sont le bébé non désiré de la gauche. Alors, bien que nous ayons, et Dieudonné et nous-mêmes, des projets complètement antinomiques, nous sommes le produit d'une longue histoire d'exclusion de la gauche. On reviendra tout à l'heure sur ce qui nous oppose, évidemment, avec Dieudonné, mais également ce qui nous rapproche. Et je reviens sur, très rapidement, les conditions d'émergence des indigènes de la République. On est né en janvier 2005, juste après la loi dite des signes religieux. Et lorsque la loi a été votée, après une lutte que nous avons menée, pas en tant qu'indigène de la République, mais en tant que militant antiraciste, donc c'était dans les années 2003, lorsque la loi a été votée, et je trouve qu'un certain nombre d'entre nous, Youssef en l'occurrence et moi et un certain nombre d'autres militants, nous étions déjà très... nous étions très politisés sur la question de l'immigration et nous avions déjà un recul de 20-25 ans sur tout ce qui s'était passé depuis les années 80, notamment depuis la marche dite des beurs. Et donc nous avions ce recul et en tout cas une analyse suffisamment approfondie de la manière dont les immigrés post-coloniaux ont été exclus des organisations de gauche. Et du coup, lorsque la loi dite contre les signes religieux, enfin de la laïcité, a été votée, et bien, à partir de ce moment-là, nous avons entamé la rupture. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a dit décidément, on ne peut plus compter sur la gauche française, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, nous savions en 2003 que nous avions des alliés minoritaires dans toutes les organisations dites de gauche, chez les Verts, chez l'ALCR, enfin à l'époque c'était l'ALCR, dans les organisations antiracistes, mais tous ceux qui étaient nos alliés dans ces organisations étaient tous extrêmement minoritaires. Voilà. Ça veut dire que les organisations, dans leur majorité, étaient complices de la loi qui avait été proposée par le pouvoir, étaient complices du vote d'une loi raciste. Bien. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, la rupture est absolument nécessaire. On ne peut plus poursuivre avec cette gauche-là. Il faut considérer dorénavant qu'elle fait partie, en quelque sorte, de nos adversaires. Mais évidemment, nous savions en même temps que lorsqu'on dit qu'elle fait partie désormais de nos adversaires, ce n'est pas dans un sens radical où on confondrait l'extrême droite, la droite, le PS et l'extrême gauche, évidemment que non, mais dans le sens où il est nécessaire d'organiser une force autonome à l'extérieur du champ politique blanc pour pouvoir ensuite, dans une perspective de 10, 20, 30 ans, inventer nos alliés. D'accord ? Et inventer nos alliés sur des projets politiques qui servent les intérêts de ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale en France. Et ceux qui sont aujourd'hui au plus bas de l'échelle sociale en France, ce sont les post-colonisés, et à côté des post-colonisés, donc tous ceux qui viennent des colonies françaises, que ce soit les Maghrébins, les subsahariens ou les Antillais. En plus de ces catégories, il y a les Turcs et il y a les Roms. Bien. Eh bien, nous pensons qu'un projet de transformation sociale ne peut pas se faire sans mettre en priorité les revendications des populations qui sont celles que je viens de décrire. Bien. Eh bien, il nous a semblé en 2005 qu'il devenait nécessaire de créer un espace, un territoire politique décolonial pour pouvoir, créer un rapport de force en faveur des populations
les plus discriminés, et ensuite créer des alliances avec ceux qui sont évidemment les plus proches de nous. Et nous savons tous que ceux qui sont les plus proches de nous, c'est la gauche de gauche. Donc, l'appel est lancé en janvier 2005, et depuis, nous avons évidemment progressé dans la structuration de notre espace. Nous étions un simple appel et nous sommes devenus parti politique. Un parti politique décolonial qui, en aujourd'hui 9 ans d'existence, a su occuper un espace politique, médiatique en France, qui aujourd'hui crée du débat, non seulement chez les indigènes eux-mêmes, chez les jeunes dirigeants sociaux, c'est-à-dire qu'on crée du débat à l'intérieur même de nos communautés. Alors, ce que j'entends par communauté, il ne s'agit pas pour nous de parler de communauté en termes d'identité, mais si c'est important, de culture, puisqu'en fait l'indigène, entre un indigène antillais et un indigène algérien, il n'y a pas une commune, c'est pas une seule et même communauté. En revanche, ce qui caractérise l'universel indigène postcolonial, c'est une condition, c'est une expérience, c'est un vécu, et donc c'est une condition sociale qui fait le lien entre l'ensemble des postcolonisés. Donc nous créons le débat à l'intérieur du champ de l'indigénat, puisque nous sommes une organisation non intégrationniste, c'est-à-dire qu'à l'injonction à l'intégration qui nous est faite par les instances républicaines, devenir des Français comme les autres, chose qu'en réalité on nous refuse à cause du racisme, donc c'est l'injonction à devenir des Français, mais au bout du compte en nous la refusant systématiquement, eh bien à l'injonction à l'intégration, nous proposons un projet de libération donc, de la condition de l'indigène. Et le projet de libération de l'indigène, c'est en soi un projet politique, puisque si le sujet colonial mène un projet de libération, ça implique un rapport de transformation radicale de la République française et de ses institutions. Alors, de la République française en tant qu'État-nation, mais de la République française en tant qu'État-nation impérialiste. Voilà. Donc la libération de l'indigène, c'est tout ça. Et donc c'est un vrai projet politique révolutionnaire. Bien. Je disais, je reviens en arrière, donc nous créons le débat à l'intérieur du monde indigène, puisque la philosophie spontanée de l'indigène, comme dirait Sabine Kriari, c'est l'intégration. L'indigène profondément veut devenir un Français comme les autres. D'accord ? Et donc, nous ne caressons pas l'indigène dans le sens du poil. Ça, c'est la première des choses. Et par ailleurs, nous ne caressons pas, évidemment, la gauche blanche dans le sens du poil. Donc, nous créons le débat et chez les indigènes et chez la gauche blanche. Et pour donc, lancer le débat, l'affaire Dieudonné a été un grand révélateur de la manière dont, d'un point de vue décolonial, on pouvait penser le cas de Dieudonné comme étant le produit de cette gauche, le produit de la gauche social-démocrate, dans un premier temps, et ensuite sa récupération par l'extrême droite. Dieudonné n'est pas un produit du monde indigène. Dieudonné est le produit du monde blanc. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Donc je vais laisser la parole à Youssef. Bonjour. Donc Ouria Boutelja a bien précisé l'émergence de l'indigène dans ce contexte politique des années 2000. Et j'aimerais revenir sur ce qui nous a amené à cela, puisque tout cela n'est pas apparu comme une pluie d'automne, comme ça, soudainement, sans qu'on sache. La France a une longue histoire coloniale, donc a une longue histoire de relations entre elle et ses colonisés, que ce soit dans les colonies, mais que ce soit également en France, en métropole, comme on disait. Et voilà. Donc j'aimerais revenir sur ces relations, sur le contexte politique, enfin le contexte historique, qui tout au long de l'histoire coloniale, eh bien, a un petit peu précisé les termes du débat actuel. Parce que la situation actuelle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu tout cela auparavant. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à l'idée communément admise qu'effectivement, finalement, enfin,
qui est de plus en plus admise, et les dernières élections municipales en France le montrent aisément, avec une multiplication de listes autonomes, qui ne sont pas toutes des listes qui se sont ralliées aujourd'hui, parce que c'est le deuxième tour des élections aujourd'hui, comme vous le savez, une multiplication de listes qui ne se sont pas forcément ralliées à la gauche, comme cela se faisait très régulièrement. Et de toute évidence, il y a quelque chose qui se passe en termes de divorce politique entre, disons, les indigènes sociologiques, hein, et puis cette gauche blanche. Alors j'aimerais juste un petit peu repréciser les termes de cela au plan historique. Hein. Donc au plan historique, évidemment, la France est une puissance coloniale et qui a géré ses populations de façon coloniale, aussi bien dans les colonies, mais aussi en métropole. Et juste pour jalonner, sans revenir sur une très longue histoire, juste je prendrai quelques points comme cela qui sont assez révélateurs, et quelques points historiques assez révélateurs. La première fois qu'en France apparaît vraiment une organisation autonome indigène, c'est donc dans l'entre-deux-guerres, hein, dans les années 20, avec l'Étoile nord-africaine, dirigée par l'Algérien Messali Hadj, et l'Étoile nord-africaine, organisation qui s'appelait l'Étoile nord-africaine, qui gardera ce nom pendant longtemps, qui au départ est une organisation de libération maghrébine, de tout le Maghreb, hein, même si au départ ce sont uniquement des Algériens qui l'ont créée sur les chaînes automobiles de l'usine Renault. Hein, c'est là-bas qu'elle s'est créée, dans ce contexte de lutte de l'entre-deux-guerres. Voilà. Et Messali Hadj, très rapidement, au départ, qui était proche du Parti communiste, va peu à peu prendre ses distances, parce qu'effectivement, le Parti communiste, déjà à l'époque, veut réaliser une véritable OPA sur ce mouvement indigène, qui est un mouvement de libération du Maghreb, de tout le Maghreb, et pas uniquement de l'Algérie. Hein. Et devant cette pression continuelle, cette espèce de paternalisme du Parti communiste qui tentait d'imposer ses analyses, ses grilles d'analyse, etc., l'Étoile nord-africaine de Messali Hadj va peu à peu prendre ses distances. Hein. Et jusqu'à une rupture, hein, avec le Parti communiste français. Donc, une première forme d'autonomisation, en quelque sorte, qui est absolument essentielle. Je tiens à dire qu'au départ, ces immigrés algériens, dans la lignée du marxisme dominant à l'époque, pensaient vraiment qu'effectivement, le Parti communiste français était là pour aussi émanciper, évidemment, entre guillemets, les colonies, et que donc, tout naturellement, ils pensaient que ce Parti communiste français allait de toute évidence soutenir leurs revendications d'autonomie au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bon, réaffirmé à maintes reprises par Lénine, etc. Donc on est après le congrès de Tours, la rupture entre la fondation du Parti communiste et la rupture avec ce qui s'appellera la SFIO. Toujours est-il que la rupture sera consommée avec le Parti communiste, et donc l'Étoile nord-africaine va vivre sa vie autonome de façon extrêmement difficile, puisque l'Étoile nord-africaine devra affronter déjà à l'époque le champ politique blanc de façon assez incroyable, puisque quand on en arrive à quelque chose qui est quand même révélateur, quand on arrive au Front populaire en 1936, il faut bien se figurer que l'Étoile nord-africaine de Messali Hadj est signataire de l'accord du Front populaire. C'est-à-dire qu'il y a la signature de Messali Hadj sur l'accord du Front populaire, qui était un accord beaucoup plus large qu'effectivement la SFIO, le Parti communiste, les radicaux de gauche. Il y avait toute une kyrielle d'organisations d'extrême gauche, etc., qui avaient également signé, et dont la signature se retrouve dans l'accord officiel, hein, qu'on a dans les archives de Front populaire. Et bien dans cet accord du Front populaire, on a la signature de l'Étoile nord-africaine, qui, en dépit de ce que la gauche blanche lui faisait régulièrement, eh bien malgré tout soutient cette expérience du Front populaire. Alors il faut savoir, et c'est ça qui est absolument incroyable, que cette même gauche blanche, une fois au pouvoir aux élections de 1936, va interdire l'Étoile nord-africaine, bien qu'elle soit signataire de l'accord du Front populaire. Et pourquoi on l'interdit? On l'interdit pour, en gros, reconstitution de ligue dissoute. Hein, il y avait eu l'affaire en 1934, donc du 6 février 1934, donc on considérait que l'Étoile nord-africaine était une sorte de ligue au même titre que les ligues d'extrême droite. Et en plus, à caractère religieux, ce qui n'était même pas le cas, en dépit du fait que Messali Hadj s'appelait Messali Hadj, mais bon, je crois qu'il n'est pas plus laïque que lui. Hein. Bon, d'une certaine façon, enfin, il semblait correspondre à tout ce que la gauche blanche pouvait attendre d'un indigène à l'époque, hein, marié à une blanche en plus, etc. Enfin bref. Toujours est-il que, voilà, c'est le Front populaire qui va interdire l'Étoile nord-africaine. C'est assez extraordinaire, donc je ne vais pas revenir sur les vicissitudes de cette affaire. L'Étoile nord-africaine va se reconstituer sous un autre nom, etc. Bon, on la laisse de côté pour l'instant. Et on en arrive après-guerre, dans les années 47-48, au moment de la crise de Palestine, la création d'État d'Israël. Là aussi, une nouvelle crise va apparaître entre les indigènes et les indigènes en métropole. Hein, je ne parle pas donc de ce qui se passe dans les colonies.
Et la gauche blanche, puisqu'à l'occasion de l'affaire de Palestine, évidemment, là aussi, un hiatus considérable va apparaître, puisque évidemment cette gauche blanche soutient totalement la création de l'État d'Israël, je dis bien totalement, sans absolument aucune exception, j'insiste, sans aucune exception, hein, de ce qui pouvait être considéré comme l'extrême gauche à l'époque, à savoir le journal Combat, hein, et puis Camus, etc. Et Albert Camus est considéré comme étant la gauche du Parti communiste, hein, mais également d'autres mouvements, d'autres journaux comme FTP, etc., d'autres mouvements qui pouvaient exister, qui pouvaient être considérés comme l'extrême gauche. De cette extrême gauche jusqu'à la gauche évidemment socialiste, c'est un unanimisme dans le soutien à la Palestine. Et là, un divorce va apparaître, puisque évidemment les indigènes qui sont déjà en France, il y a quand même des travailleurs maghrébins déjà en France dans la précédente guerre, à l'occasion de cette guerre de Palestine, il va y avoir également une grosse rupture qui va entre autres se manifester par des bagarres, même entre dockers algériens et dockers français à Marseille, lorsque la France se met en tête d'envoyer des armes aux organisations sionistes qui en Palestine combattent les Palestiniens. Et là, on aura des bagarres à Marseille, puisque les dockers algériens refusent d'embarquer des armes à destination de ce qui sera l'État d'Israël. Donc c'est des choses assez fortes, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un acteur au moins de cette période. Et donc c'est une rupture qui est permanente. Évidemment, la question coloniale et la question de l'indépendance du Maghreb aussi, puisque la gauche blanche n'a évidemment pas tenu ses promesses donc de respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ça a été une lutte continuelle. Alors, on peut pas revenir sur le Parti communiste français, etc., avec la fameuse motion du Parti communiste français d'Algérie, de Sidi Bel Abbès, une motion qui jugeait que les indigènes étaient absolument incapables de se gouverner eux-mêmes, et que dans leur propre intérêt, il était nécessaire enfin qu'on les conduise encore doucement vers une possible émancipation un jour futur, si toutes les conditions étaient réunies, etc. Enfin bref. Et donc voilà. Et puis bon, très rapidement, j'en arriverai évidemment à la guerre d'Algérie avec cette gauche française qui, pour une partie, est totalement complice de l'expédition coloniale, évidemment, avec Guy Mollet, dont le Parti socialiste est le digne continuateur aujourd'hui, avec Guy Mollet, évidemment, qui va être le véritable initiateur de cette guerre d'Algérie, le Parti communiste qui va suivre en votant les pleins pouvoirs à Guy Mollet. Donc voilà, c'est une histoire coloniale dont la gauche française a été réellement le fer de lance. Elle n'a pas été à la traîne, elle a été le fer de lance de l'expédition coloniale, cette gauche française. Alors, les indigènes vivant en France, tant bien que mal, étaient partagés entre, évidemment, le besoin d'avoir un soutien minimum face à ce qu'ils subissaient en tant qu'ouvriers, en tant que population exilée, et en même temps, le fait que leur ennemi est en même temps cette gauche blanche. C'était réellement leur ennemi, hein. C'était pas un demi-ennemi, c'était cette espèce de schizophrénie qu'il y avait, qui va se traduire évidemment par le fameux 17 octobre 61, où le 17 octobre 61, disons, les ouvriers algériens qui sont massacrés à Paris, ce fameux 17 octobre, plusieurs centaines de morts, je le rappelle quand même, hein, une affaire sur laquelle on n'est jamais revenu jusqu'à aujourd'hui, hein, dont les tenants et aboutissants n'ont même pas été mis en évidence, voilà, il n'y a eu aucune poursuite, rien du tout. Il faut quand même dire que cette gauche blanche a été totalement complice et n'a jamais même demandé la moindre commission d'enquête, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui, en guise de souvenir, c'est une plaque malheureuse sur le pont Saint-Michel, un des endroits emblématiques du massacre, qui est complètement, qui oublie complètement l'essentiel, qui ne dit même pas qui a tué, qui a assassiné et pour quoi raison. En tout cas, ce divorce entre on va dire, les indigènes sociologiques et la gauche blanche a été constant, et j'en arrive très rapidement aux années 70, où ça va encore se poursuivre, là pas avec la gauche blanche officielle, mais avec l'extrême gauche blanche, puisque dans les années 70, il va y avoir les années où les mouvements révolutionnaires en France fleurissent, comme un peu partout en Europe, et où on va avoir une organisation assez importante, maoïste, qui s'appelle la gauche prolétarienne, et qui va effectivement prendre officiellement en charge les revendications d'une partie de la classe ouvrière indigène, à travers cette organisation. La gauche prolétarienne va énormément recruter parmi la classe ouvrière blanche, évidemment, les petits paysans, même dans les mines du Nord aussi de la France, mais aussi parmi la classe ouvrière immigrée, notamment à Renault. N'oublions pas quand même de faire remarquer une chose, c'est qu'effectivement la classe ouvrière immigrée était très présente dans les événements de mai 68, alors qu'elle est complètement occultée dans les rapports, dans les récits, dans les bouquins qui ont pu paraître. Elle est extrêmement présente et pas de façon
pas de façon figurative. Elle était vraiment au premier plan des luttes. Mais elle sera constamment oubliée. Dans les années 70, la gauche prolétarienne donc, intègre beaucoup de travailleurs immigrés, maghrébins, et on a là un mouvement qui est fort, qui est puissant, qui à différents niveaux semble prendre en charge ces revendications d'égalité, puisque c'est cette égalité qui est à chaque fois recherchée, évidemment. Hein. Là, il ne s'agit plus de libérer un territoire comme au Maghreb, il s'agit d'obtenir cette égalité, de mettre fin au racisme, qui est déjà extrêmement fort en France, enfin qui n'a jamais cessé, mais qui va connaître un regain de puissance dans les années 70, hein, les crimes racistes. Et donc, eh bien, en 1972, cette expérience s'arrête, puisque la gauche prolétarienne s'autodissout à l'issue de l'opération palestinienne de Munich. Elle estime que devoir rompre avec le mouvement de libération palestinien, la gauche prolétarienne, elle s'autodissout. Il faut dire qu'il y avait parmi donc, les dirigeants des gens comme Glucksmann, des figurants aussi comme Bernard-Henri Lévy, qui était donc partie prenante de cette organisation. On les connaît maintenant un peu mieux, mais bon, voilà. Ils décident d'autodissoudre la gauche prolétarienne, et cette classe ouvrière immigrée qui était maghrébine, qui était dans la gauche prolétarienne, évidemment se retrouve orpheline, trahie une fois de plus, et elle décide de constituer le mouvement des travailleurs arabes. C'est là-dessus que va se constituer ce mouvement très important qui s'appelle le mouvement des travailleurs arabes, qui pour nous, aux indigènes de la République, est une grande référence, puisque c'est après les guerres africaines la deuxième tentative de mouvement autonome qu'il y a eu en France. Et ce mouvement des travailleurs arabes va connaître une existence peut-être éphémère, mais tout à fait intéressante, et dont qui va avoir à son actif donc, plusieurs hauts faits. Dans le même temps que ce mouvement des travailleurs arabes se développe et développe ses activités, va avoir lieu une grève, un mouvement de revendication extrêmement important pour l'immigration, qui est la grève des foyers Sonacotra. La grève des foyers de travailleurs, où étaient donc logés les travailleurs, gérée par une entreprise qui s'appelle la Sonacotra. Et elle est très importante cette grève, parce que c'est une grève qui s'est faite vraiment de façon autonome, à l'échelle nationale, et qui va concerner des milliers de travailleurs immigrés. Des milliers de travailleurs immigrés vont décider de faire grève des loyers pour protester contre les conditions de logement absolument indécentes dans lesquelles on les fait vivre, les foyers exorbitants, etc. Et cette grève va être très importante parce que c'est une grève qui va se faire de façon totalement démocratique en plus, avec des congrès clandestins, etc. Puisque évidemment les meneurs et les responsables militants sont pourchassés par la police française. Et évidemment, dans l'indifférence totale de la gauche et de l'extrême gauche, si ce n'est, il faut le dire, une ou deux petites organisations maoïstes qui ont survécu au grand reflux des années 70, hein, dont l'Humanité Rouge, etc., pour ne pas citer. Mais à part cela, la gauche et l'extrême gauche vont être totalement indifférents à ce qui se passe pour les ouvriers. Et cette grève va se terminer de façon absolument terrible au début des années 80, je le dis, dans l'abandon total. Et j'ai personnellement, parce que j'ai vécu un petit peu ça, un peu loin, donc dans une solitude absolument terrible, terrible, et qui a profondément marqué la mémoire de lutte de l'immigration ouvrière en France. Hein. Donc c'est très très important de revenir là-dessus. Voilà. Là-dessus, la gauche arrive au pouvoir, on est au début des années 80, la suite est un peu mieux connue. Donc deuxième trahison historique, si je puis dire, elle a été permanente avec ce champ politique blanc, c'est évidemment ce mouvement des travailleurs arabes, et cette grève de la Sonacotra. Et au début des années 80, alors là, on va avoir évidemment la gauche qui arrive au pouvoir, triomphante. Et troisième grande rupture, c'est avec le mouvement qu'on a qualifié de mouvement beurre, puisque c'était le mouvement de la seconde génération. Hein, c'était donc les enfants de cette classe ouvrière qui avaient déjà subi tout cela de la part de la gauche blanche. Et c'est à leur tour d'éprouver ce qu'il en coûte de fonder quelques espoirs sur cette gauche blanche, puisque ça va être cette grande trahison. Il y a la marche pour l'égalité qui va donc se dérouler en France en 1983. Et donc, cette marche pour l'égalité, eh bien, vous savez, réunit un certain nombre de jeunes politisés de fraîche date, on va dire, de jeunes issus des quartiers populaires, et qui entendent protester contre les crimes racistes, qui sont aussi très très importants, contre la répression policière, contre la pression policière permanente, constante, dans les quartiers, notamment dans la région lyonnaise, du côté de Vaux-en-Velin, etc., où il y a eu quand même plusieurs crimes racistes terribles. Et donc, ils vont entamer cette longue marche, à travers la France,
qui va arriver. Et cette marche, sur le modèle des marches organisées par Martin Luther King aux États-Unis, etc., c'est un petit peu le modèle qui a été pris. Cette marche aboutit à Paris et entend dire une chose, voilà, nous sommes comme vous, voilà, ils ne demandaient pas grand-chose, ils ne demandaient pas la lune, comme on dit, ils demandaient simplement à ce que s'arrêtent les crimes racistes, à ce que... voilà, et puis l'égalité, évidemment, est esquissée, parce qu'on l'appelle d'ailleurs la marche pour l'égalité, et évidemment, nous récusons totalement le terme de marche des beurs, qui est un terme complètement inventé, qui a été ensuite plaqué dessus pour un petit peu déprécier et ramener ça à un côté folklorique, mais c'était la marche pour l'égalité, réellement. Cette marche pour l'égalité va être trahie une fois de plus, évidemment, en décembre 83, puisque ensuite, l'année suivante, une seconde marche est organisée, et cette seconde marche pour l'égalité est organisée toujours avec cette revendication d'égalité, avec quelques nuances, enfin, grosso modo. Et cette marche arrive à Paris, et la réponse que la gauche blanche va donner à cette revendication d'égalité constante, permanente, menée maintenant par les enfants de ceux qui la revendiquent depuis un siècle, eh bien, ça va être la création d'un organisme qui s'appelle une sorte de création bizarre, qui s'appelle SOS Racisme, vous avez peut-être entendu parler, non? Et on ne sait pas tout ça exactement, mais qui ne correspondait évidemment pas du tout à ce qu'était la revendication, qui était un pur produit de la gauche blanche et qui a été réellement fait, et c'est comme ça que tout le monde le vit maintenant, et c'est évidemment comme ça que nous vivions à l'époque. Malheureusement, nous étions peut-être pas assez nombreux, mais comme étant une machine de guerre contre ce désir d'autonomie de la jeunesse issue de l'immigration post-coloniale. Une véritable machine de guerre qui était totalement gérée par le Parti socialiste, et malheureusement avec l'assentiment du Parti communiste, et même à la fin des années 80 avec l'assentiment du Parti d'extrême gauche, puisque même l'ancêtre du NPA aujourd'hui, la LCR à l'époque, a soutenu à partir de 1988 comment le SOS Racisme, espérant pouvoir l'infiltrer et espérant pouvoir comment lui donner disons un cours plus révolutionnaire, etc. Mais bon, évidemment, c'était peine perdue. Et toujours est-il que SOS Racisme a joué son rôle, a cassé à un moment où les conditions étaient réunies pour cela, a cassé ce désir d'autonomie, ce début de structuration d'une autonomie de la jeunesse issue de l'immigration. Ça a laissé un traumatisme énorme. Je dis bien, ça a laissé un traumatisme énorme, dont les conséquences se font sentir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Puisque une fraction de la jeunesse issue de l'immigration va à ce moment se tourner, évidemment, non pas évidemment, mais contre toute attente, non pas du côté à la limite d'une radicalisation, mais du côté de la droite. Du côté de la droite. Et aujourd'hui, un certain nombre de ces jeunes acteurs justifient tout ce qui s'est passé, même si ce ne sont pas eux, ce sont ceux qui ont hérité de cette... Il y a toujours un décalage entre un événement historique et la façon dont les masses populaires, comme on disait, vont l'intégrer, le digérer. Voilà, le problème est là. Donc aujourd'hui, on a des gens qui vous disent, bah oui, regardez comment on s'est fait avoir dans les années 80, par la gauche, donc voilà, essayons la droite. Bon, évidemment, c'est toujours au nom de ce désir d'intégration. Spontanément, oui, effectivement, spontanément, il y a un désir d'intégration, et donc évidemment, ce désir d'intégration, il va aller vers la droite. D'autant plus que la droite a quand même, il faut le dire, on va revenir là-dessus, a une certaine intelligence, enfin très récemment, concernant la question religieuse, et qui est une question fondamentale évidemment aujourd'hui en France, a l'intelligence, dans certains endroits, pas partout, hein, notamment à Argenteuil, notamment à Bobigny, qui sont des villes qui étaient des capitales du Parti communiste en quelque sorte. Hein. Argenteuil est ma propre ville, mais sinon Bobigny, d'autres villes qui étaient des éléments essentiels de ce qu'on appelle la banlieue, comment la ceinture rouge, hein, ce qu'on appelait la ceinture rouge. Donc toutes ces kyrielles de villes communistes qu'il y avait tout autour de Paris, hein, qui comptaient énormément pour le Parti communiste et qui perdent un peu progressivement sous les coups redoublés à la fois de la droite et du Parti socialiste d'ailleurs. C'est assez intéressant. Eh bien, cette droite qui arrive dans ces villes, elle est assez intelligente pour mettre en avant des jeunes filles voilées et les intégrer dans ses équipes. Ce que la gauche a été incapable de faire jusqu'à aujourd'hui, où elle le fait, mais comme on dit, trop peu et trop tard. Trop peu et trop tard. C'est terrible cette histoire. Donc du coup, on assiste à cela aujourd'hui. Alors c'est les conséquences quand même de ce qui s'est passé dans les années 80 avec un retard. Hein. Voilà. Donc SOS Racisme a joué son rôle. Maintenant SOS Racisme n'a plus aucune importance, donc la gauche peut s'en débarrasser, jusqu'à créer autre chose, un nouveau monstre politique. Alors il y a eu des tentatives, il y a eu des tentatives
mais qui finalement, sur le long terme, n'ont pas du tout réussi. Ça a été le PNS, les Insoumis, ça a été d'autres tentatives, ça a été Stop la violence, tout ça est né dans les laboratoires du Parti Socialiste avec le fameux Julien Drey, hein, qui était France Plus. Alors France Plus était une autre tentative dans les années 80 aussi, toujours de récupérer cette jeunesse. France Plus a été créé par donc Michel Rocard, un ancien leader du PSU qui ensuite va intégrer le Parti Socialiste français. Et France Plus, qui au départ est une œuvre de gauche, une invention de gauche, mais qui est récupérée par la droite ensuite, dans les années 80. Hein. Et donc c'est à cette époque qu'effectivement un certain nombre de jeunes déçus par la gauche vont se tourner vers la droite au sein de France Plus. Bon, on a toujours cette espèce de jeu de va-et-vient entre la gauche et la droite, avec cette autonomie impossible. Cette autonomie impossible pour certains. Et on a cette espèce de chassé-croisé en permanence. Et on se dit à quel moment la rupture va-t-elle se faire? Cette rupture que nous souhaitons, que nous appelons de tous nos voeux depuis si longtemps, en tout cas on a un certain nombre, et on se demande, c'est là-dessus qu'on en arrive, alors très rapidement, j'ai pris des éléments un petit peu emblématiques, hein, mais bon, il y aurait d'autres choses à rajouter, mais c'est comme ça qu'on arrive aux années 2000, où on a une jeunesse qui est issue de l'immigration post-coloniale, qui est complètement désemparée. On a leurs aînés, donc une partie, malheureusement, il faut le dire, une partie de ces militants des années 70, etc., qui ont été récupérés, il faut dire la vérité. Bon, on ne va pas citer de noms ici, hein, mais parmi les plus prestigieux, même certains du mouvement des travailleurs arabes. Alors d'autres, bien sûr, n'ont jamais abdiqué et sont restés dignes, et jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. Mais malheureusement, un certain nombre de ces figures ont été récupérées par le Parti Socialiste. Il faut comprendre aussi la situation dans les années 80, on a une situation de répression extrême au Maghreb, et donc certains, évidemment, vont prendre cette main tendue par le Parti Socialiste sans savoir jusqu'où cette main va les mener. Parce qu'en même temps, il ne faut pas faire d'anachronisme, au début des années 80, on pense vraiment, certains croient à la sincérité du Parti Socialiste et pensent que le Parti Socialiste peut être un allié devant cette machine répressive qui est au Maghreb. Il faut aussi avoir en tête cela, mais malheureusement ça va les mener très loin et jusqu'à une rupture avec leurs idéaux et même jusqu'à devenir l'ennemi de ce pourquoi ils avaient lutté pendant si longtemps. Certains noms, mais bon, vous les trouverez par vous-même. Donc toujours est-il que les années de désarroi total, les années 90, années de désarroi total, où on a quelques organisations, quelques petits groupes militants, comme le MIB, le mouvement d'immigration et des banlieues, comme le comité contre la double peine, des comités police-justice, un certain nombre de petits comités comme cela, mais qui n'arrivent pas à faire face à l'énorme machine de destruction politique qu'est le Parti Socialiste Français, qui est une redoutable machine de destruction politique, dont je crois qu'il faudra retenir quand même qu'elle a été vraiment le fossoyeur de beaucoup d'espoir en ce qui concerne nos populations. La droite, c'est bien mieux, hein, mais venant de la gauche, évidemment, le Parti Socialiste s'est révélé comme étant le digne héritier de la SFIO, de la social-démocratie traître, vraiment pendant tout le XXe siècle. Hein, vraiment. Alors, en ce qui nous concerne, il n'y a pas eu d'exception, hein, vraiment, hein, histoire coloniale, etc. Donc voilà comment on en arrive aux années 90, 2000, où au début des années 2000, on a un mouvement, il n'y a plus réellement de mouvement en tant que tel organisé, il y a un désarroi total, et c'est dans ce contexte que, effectivement, va arriver donc cette affaire, enfin pas Dieudonné, mais Dieudonné en tant que révélateur, ça va être dit, hein, en tant que révélateur de ce divorce total entre la gauche blanche et les indigènes sociologiques. Alors au début des années 2000, il y a quand même un thème qui a survécu à tout, c'est la Palestine. Il y a un thème qui a survécu à tout, qui a réussi à passer, disons, toutes les difficultés, qui reste vivant, un soutien, une solidarité qui reste vivante parmi donc, cette jeunesse issue de l'immigration post-coloniale, pas uniquement la jeunesse d'ailleurs, toutes les générations issues de l'immigration post-coloniale, c'est la question de Palestine. Et c'est assez intéressant parce que c'est dans ce contexte de la question de Palestine que l'affaire Dieudonné va au tout début, hein, je veux dire que le personnage de Dieudonné en tant que tel, mais il peut y en avoir d'autres, hein, eh bien, va être le révélateur des événements d'aujourd'hui. En 2003, très rapidement, Dieudonné donc, va s'intéresser plus ou moins à la Palestine, au début des années 2000, et personnellement, avec d'autres, on a eu l'occasion de le croiser, de lui proposer même de partir avec nous en Palestine lorsqu'on a commencé à organiser les premières missions, les premières missions civiles que nous avons créées vers la Palestine au début des années 2000, avec un certain nombre d'acteurs politiques d'extrême gauche, du mouvement
du mouvement anti-globalisation, comme on disait à l'époque. Bon, Dieudonné n'a pas voulu venir avec nous, bon, ça le concerne. Bon, à l'époque, on a organisé des missions avec José Bové, avec tout cela. Donc c'était avant les indigènes. Hein. Donc, bon, en tout cas, c'est à cette époque que je commence à faire sa connaissance, comme cela. C'est dans ce contexte, en tout cas, qu'il va apparaître, puisqu'il va être compagnon de route d'un autre mouvement qui s'appelle Euro-Palestine, qui se présentera aux élections Euro-Palestine. Mais auparavant, Dieudonné a été compagnon de route de la gauche à Dreux. Il s'est présenté contre le Front National dans la ville de Dreux, où le Front National avait quand même une base extrêmement forte. Donc ce que je veux dire, c'est que Dieudonné est directement le produit de cette gauche. Il ne vient pas d'extrême droite, il est directement le produit de cette gauche. C'était un bon élève de cette gauche. C'était un bon élève de cette gauche, sur lequel on pouvait même fonder un certain nombre d'espoirs en tant qu'indigène docile, qui pourrait représenter cette gauche à l'avenir et finalement qu'on aurait pu ensuite présenter. Voilà, regardez, il y a quand même des bons indigènes, regardez, Dieudonné, il est pas mal, comme d'autres, comme Malek Bouti, etc., de sinistre réputation. Alors, donc, je vais céder la parole, alors, juste en disant que 2003, Dieudonné a des soucis, puisque à l'issue de... Il a commencé à avoir des soucis parce que Dieudonné, il voulait plus ou moins faire un film. Il voulait faire un film sur l'esclavage, un des éléments de mémoire de ce pays qui a été complètement occulté, évidemment. Et à ce moment-là, il commence à brandir un peu trop cette histoire d'esclavage, de mémoire de l'esclavage, et on commence à lui en vouloir, et on commence à lui opposer les arguments qui sont censés vous glacer sur place. Concurrence victimaire. Voilà, Dieudonné fait de la concurrence victimaire. Dieudonné voudrait aussi inventer une Shoah pour les Noirs. En quelque sorte, c'est ça. Il voudrait, à chacun sa Shoah, dira Finkielkraut par la suite. Et donc, Dieudonné ferait de la concurrence victimaire. Donc, après, il y a ce fameux sketch à la télévision qui va lui attirer toutes les foudres. Et à ce moment-là, nous le soutenons. Enfin, les indigènes ne sont pas encore créés, mais nous le soutenons déjà. Nous le connaissons tous plus ou moins. En tout cas, nous allons bientôt faire connaissance les uns les autres à l'époque. Mais chacun de notre coin, on soutient quand même Dieudonné. On est à l'Olympia lorsqu'il y a un grand rassemblement pour le soutenir, puisque son show à l'Olympia a été interdit. Et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au départ, on n'avait nulle raison de se distinguer. On voyait bien en Dieudonné quelqu'un qui était le produit de cette gauche blanche comme nous, dans son attitude, etc. Quelqu'un qui, une fois de plus, subissait les foudres de cette gauche blanche. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie. On aura peut-être l'occasion de revenir sur le fait. Salam alaikum. Alors, moi je voulais d'abord revenir sur le dernier moment en fait, dont il a parlé Youssef, c'est les années 80. Quelles sont les caractéristiques, parce que c'est très très important de comprendre cette période-là. Il y a quelque chose qui va changer dans le monde de manière générale. C'est un moment de régression un peu générale, que ce soit dans le tiers-monde ou que ce soit dans les pays du premier monde. Donc, à partir de 68 jusqu'à, disons, à peu près les années 81, il va y avoir une radicalisation très très forte, d'une manière générale, du lutte, avec des victoires très très importantes, la révolution iranienne, l'organisation de libération de la Palestine qui va gagner un certain nombre de batailles très très importantes, la révolution sandiniste, il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans le monde. Mais par la suite, c'est-à-dire déjà ça a commencé auparavant, la contre-révolution coloniale va commencer à être en marche. Et donc du coup, avant les années 81, le Parti socialiste par exemple, il avait dans son programme commun avec le Parti communiste, il y avait même des partis qui étaient à l'extrême gauche, ils avaient plus ou moins une vision, même s'il y avait des différences, d'un point de vue idéologique globalement, ils avaient une rhétorique plus ou moins commune. On parle de sortir du capitalisme, on parle de lutte de classe, c'est-à-dire on base des conséquences, que ce soit le racisme, que ce soit le chômage, sur une base sociale. C'est une lecture matérielle des choses. À partir des années 81, la gauche va arriver au pouvoir. Première chose, Youssef en a parlé en parlant de la question des beurs. La question des beurs va vouloir introduire au sein du monde indigène une différenciation entre les immigrés, les gens qui vont lutter dans les usines de l'automobile,
qui lui ont obtenu des victoires immenses. Les victoires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grèves de la dignité. C'est-à-dire quand elles sont faites par nos parents, on va les traiter, une grève chiite, une grève khoméniste. C'est-à-dire on ne va pas avoir une lecture sociale d'un problème, on va avoir, entre guillemets, une lecture culturaliste de ce problème-là. Deuxième chose, donc il y aura les beurs qui sont plus ou moins assimilés à la France, puis les mauvais émigrés, que parce que, entre guillemets, il y a la crise, alors avant on disait, il y a la crise, c'est la crise du capital, c'est le fait qu'il n'y a pas une redistribution, c'est qu'il faut nationaliser. Là, on va commencer à avoir une nouvelle rhétorique. Il faut une restructuration de la France. Il faut adapter l'outil productif. C'est les mêmes discours qu'avait Barre à l'époque. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement. Et ce changement va se traduire également dans la lutte antiraciste. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On va commencer à avoir, en fait, apparaître des causes, entre guillemets, presque sans adversaire, ou avec un adversaire tellement mauvais qu'il va y avoir une forme d'unité pour le casser. Donc ça serait, c'est-à-dire, alors après, l'extrême droite va obtenir un score très très important. Donc du coup, le Parti socialiste, il va commencer à se mettre en branle, donc il va y avoir un changement très très important dans les structures sociales en France, le tournant de la rigueur. Donc on va avoir une volonté d'adapter, entre guillemets, la France, c'est-à-dire un peu beaucoup plus de libéralisme, c'est-à-dire sortir de la lutte de classe, sortir d'un discours qui met l'accent sur la question de la lutte. Maintenant, c'est une adaptation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir SOS Racisme, et ce paradigme des SOS Racisme qui va globalement rester hégémonique. Alors c'est quoi ce paradigme? Première chose, la lutte d'une manière générale. Avant, on fait des manifs à travers les gens qui sont concernés, et par la suite, après, il va y avoir cette mobilisation, ça se traduire aussi par une visibilisation des luttes sociales. Ils vont faire les choses à l'ordre inverse. Ils vont avoir un certain nombre d'acteurs, que ce soit au gouvernement, que ce soit même à l'opposition. C'est-à-dire, SOS Racisme, ça va être Bernard Pons, qui était à l'époque au RPR, avec des gens du Parti socialiste, avec des gens issus en partie de l'extrême gauche. Gilles Drey a été exclu à l'époque de LCR, etc. Donc il est arrivé à 30 ans. Ils veulent avoir une certaine reconversion professionnelle. Donc en plus, ils n'ont pas accepté le tournant ouvriériste dans l'extrême gauche française. Quand on va les envoyer à l'usine, ils étaient étudiants, ils sont ici généralement de classe moyenne, ils ne vont pas pouvoir s'y porter. Donc ils veulent avoir rentabilisé un engagement dans le cadre toujours d'une bataille interne au champ politique blanc. Donc, il y a le blanc qui est très gentil contre le blanc minoritaire mais très très méchant. Et ce blanc gentil, il doit protéger son pote arabe qui lui, c'est une victime. Il n'est pas un acteur, lui. C'est-à-dire, généralement, théoriquement, c'est-à-dire si on va penser, c'est que les gens doivent s'auto-organiser eux-mêmes, mener leur propre lutte avec leur propre mot d'ordre. Là, on va avoir un discours. Deuxième chose, moins de manifs, mais on va faire, première chose, des concerts. Donc c'était l'époque We Are the World. Donc les gars, avec un certain nombre d'acteurs, alors ça va être des artistes, ça va être des médias, Libération, etc. Donc on va avoir un changement de paradigme, même de la militance. C'est-à-dire même le MRAP, par exemple, va être invisibilisé, parce que ça va paraître archaïque par rapport à cette nouvelle tendance. Il y a une nouvelle tendance, cette manière, jeune, il faut mettre un badge, on est tous bien, c'est une question morale, le racisme. C'est-à-dire, ce n'est pas une question matérielle, alors que c'est une question matérielle. Le racisme, il structure une société. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il va y avoir une résistance indigène très très forte. Et contrairement, ça c'est mon hypothèse moi personnellement, contrairement à ce qu'on dit, SOS Racisme n'a pas récupéré la marche. La première marche, SOS Racisme n'existait pas. La deuxième marche, SOS Racisme, à peine elle commence à exister, mais elle était un peu minoritaire à l'époque. Ils sont allés discuter avec les gens qui vont organiser la marche Convergence et ils les ont envoyés balader. Par contre, ils étaient présents en termes de visibilité en vendant les mains de Fatma. Donc du coup, c'est-à-dire ils vont récupérer, parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer réellement, ils veulent la récupérer, entre guillemets, en termes de récit dominant.
Et par la suite, on le voit d'ailleurs, les indigènes ne vont pas accepter. C'est-à-dire ils ont été... Et donc du coup, SOS Racisme, qu'est-ce qu'elle va récupérer? Elle va récupérer les soutiens blancs à la marche. Et ils vont, parce que cette gauche, puisqu'il a changé de paradigme, parce que pour elle, le racisme est une question morale. Donc, elle va changer de paradigme. Donc, la question la plus importante pour elle, c'est que l'indigène, en tant qu'acteur lui-même, il n'existe pas, avec ses mots d'ordre. Et s'il est remuant, il est communautariste, il est nul, il est diviseur. Donc, du coup, il va y avoir une exclusion des champs, en fait, des mouvements d'immigration qui vont exister à travers le mouvement contre la double peine, à travers la marche. Mais vous vous rendez compte, la marche très très importante, par exemple le 23 mai 1998, pour commémorer l'abolition de l'esclavage. 45 000 personnes. Vous vous rendez compte? Un blackout total. C'est comme s'il n'existe pas. C'est-à-dire l'élite, il existe, mais ils sont invisibilisés. Donc ce paradigme-là, il va rester hégémonique jusqu'à maintenant. Mais il va y avoir un tournant qui est très important. C'est la deuxième affaire du voile. Parce que la première affaire du voile, globalement, même au sein de la gauche, il va y avoir tiraillement. On va dire, on va demander au Conseil d'État. Lionel Jospin, il ne voulait pas au début l'exclusion des filles voilées. En 89, à Cré. C'est bien ça, Youssef, c'est à Cré. Même Bayrou, il ne voulait pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était hégémonique. Il y avait une construction pour cela. Donc, il va y avoir un tournant très important, qui est un tournant mondial, mais qui va avoir une répercussion, une contextualisation dans le contexte français. La deuxième affaire du voile. Donc, du coup, le champ antiraciste, y compris les racistes, ils vont se diviser. Certains entre eux, ils vont devenir des acteurs du racisme. L'affaire dite de Alma et Lila, les filles de notre ami Laurent Lévy, ils vont être exclus par des gens, des profs. Mais vous vous rendez compte? Des profs qui étaient à l'élite ouvrière ou l'AFCR. Alors que lui-même, il est de l'extrême gauche. Donc vous vous rendez compte du changement, donc il va y avoir une division. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un phénomène très très important. Doucement, il va y avoir une affirmation de plus en plus de la puissance politique des indigènes, qui ne va pas prendre le format d'une organisation unifiée, et de l'autre côté, en fait, un reflux de l'antiracisme, même traditionnel. Et ce racisme, il va être délégitimé par les résistances indigènes. Plus les batailles internes au sein du champ politique blanc, notamment dans le Parti socialiste. Il y a une partie, c'est-à-dire ils vont se tirer. Il y a la tendance de Mitterrand, il y a la tendance comment il s'appelle, de Rocard avec France Plus. Et après un certain moment, ils vont plus avoir. SOS Racisme ne va pas être un outil important. Ils vont se lancer dans des élections, ils vont être des batailles au sein du gouvernement. Donc, ce courant qui a fait en sorte que SOS Racisme existe, il va évoluer vers d'autres bases. Vers d'autres bases, ils vont s'installer dans un certain nombre de syndicats, mais toujours dans le cadre d'une bataille interne au sein du champ politique blanc. L'indigène n'existe comme quelqu'un, comme une victime à protéger. Il n'est pas acteur. Quelqu'un qui est absent. On parle de lui, mais lui-même, il n'existe pas par lui-même, par son propre langage. La deuxième affaire du voile. Ça va donner, j'ai dit, première chose très importante. C'est quelque chose de très important. La manif du 23 mai 1998, faite généralement par les Antillais. 45 000 personnes, c'est quelque chose d'important. Il est passé sous silence. Deuxième chose, la deuxième intifada. Nous, on est issus, moi et Youssef, on est issus du mouvement de soutien à la cause palestinienne. Donc on a vu quand même une arrivée massive des jeunes issus de l'immigration. Ces gens-là, qu'on a dit qu'ils étaient beurisés, qui n'ont plus rien à voir avec l'élite des pays du Sud, avec nos pays d'origine. Là, ils investissent cette question avec leur langue, en mettant Fayrouz, en mettant Allahu Akbar, en disant en prenant un certain langage que les autres ne connaissent absolument pas. Ce n'est pas de l'internationalisme. C'est-à-dire, quand ils manifestent
conquérir un territoire antiraciste, ici, et pour exprimer un soutien qui ne ressemble pas au soutien internationaliste que peut avoir un militant de gauche envers un pays du Sud. Donc une arrivée massive qui est très importante à partir de 2002. Troisième élément, la loi sur le voile va être votée. C'est-à-dire qu'il fallait une construction idéologique et politique de 1989 jusqu'à 2015. 15 ans vont prendre pour qu'il y ait ce changement-là. Deuxième élément très important, bien entendu, toutes les controverses sur la question de la centralité de l'esclavage. Est-ce que nous, on a une lecture décoloniale de la Shoah? C'est-à-dire, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est très très important, mais nous, on a aussi d'autres récits qui sont trop pour nous. La question de la Palestine, la question de la colonisation, la question de la France-Afrique et la question de la traite négrière. Elle est centrale. Ce n'est pas la question de la concurrence victimaire, mais il y a plusieurs récits dans le monde. Il n'y a pas une culture locale qui va se dire « moi je suis universel » et tout le reste n'est quelque chose de périphérique par rapport à une question centrale. Alors, l'affaire de Donnay, l'appel des indigènes de la République, la marche des indigènes de la République, le 8 mai, vous vous rendez compte? Le 8 mai, c'est un jour de fête pour la France. On a dit c'est un jour de fête, mais c'est pour nous un jour de deuil. Le même jour que vous libérez du joug nazi, vous nous avez massacrés pendant le massacre de Sétif également, et il y avait aussi des massacres à Madagascar, au Cameroun, il y avait un certain nombre de massacres. C'est-à-dire c'est juste la symbolique, qu'est-ce qu'elle représente. Et on commence à dire, on change de discours au sein de l'immigration. Nous ne voulons plus seulement l'intégration, nous ne voulons plus être des Français comme les autres. Mais nous, on voudrait changer cette France. On veut la transformer. Et donc, on va s'appeler par notre statut social. Non comme une revendication, mais comme une dénonciation. Nous sommes les indigènes de la République. Alors, généralement, dans les milieux de l'immigration, nous sommes des citoyens, nous sommes des sous-citoyens, nous sommes des je ne sais pas quoi, une association de citoyens. Généralement, c'était ça. Une association citoyenne qui ne fait pas de politique, on parle un peu de culture, on parle d'un certain nombre de choses, mais on ne s'affirme pas. Alors, on a dit, nous sommes les indigènes de la République. Un mois après la controverse et la lutte qui a été réussie par le champ politique antiraciste blanc concernant le 23 février, sous la menace de la puissance politique indigène montante. Quand je dis indigène, d'une manière générale, je ne parle pas seulement des indigènes de la République. 23 février, il y aura la loi sur la reconnaissance positive de l'œuvre coloniale française dans l'outre-mer. Vous vous rendez compte? Avant, on ne parlait pas de ces événements, maintenant, la reconnaissance. Il faut comprendre que cette position, elle est due. Pourquoi ils n'en ont pas parlé auparavant? Il y avait une possibilité de faire cette loi auparavant. C'est la montée de la résistance indigène, le fait que nous, on transforme la France, à travers les mosquées, à travers le hijab, en radicalisant, en creusant la différence culturelle. On parle nos langues, notre musique, on a nos radios. Mais c'est quoi cette France-là? C'est pas ça, cette France, ça ne nous ressemble pas. Elle est différente. Et on est plus chez nous. On a dit, non, on est chez nous, on est en train de vous transcender, que vous vouliez ou pas. Donc, il y a un recul, donc il y aura une grande campagne, donc il va y avoir un recul sur nous. Par la suite, il y a un phénomène, quelque chose de très important qui s'est passé en France. Pendant 3 semaines, les émeutes dans les banlieues. 3 semaines, vous vous rendez compte? Même en récit, ils se sont posés des questions. Comment est-ce possible en France que ça se passe comme ça? Le pays des droits de l'homme, de l'antiracisme universel, celui qui accepte tout le monde. 3 semaines. Même s'il n'y avait pas une traduction politique de cette manière, mais à partir de ce moment-là, même le champ politique blanc, ils ont commencé à dire qu'il faut réagir. Ça serait Fadila Amara, elle va devenir ministre, Rachida Dati. Donc il y a une volonté d'intégrer entre guillemets, une police indigène, en nous disant, si vous voulez, vous pouvez. C'est ça, c'est pas une question structurelle. Ouais, voilà, regardez, elle est arrivée. Et pourquoi vous? Donc, c'est-à-dire la victime est responsable de sa propre situation. Donc, là, on commence, au même moment, l'antiracisme blanc, il s'effiloche, il se brille. La dernière, ce qu'on voit, le MRAP qui avait pris des positions
courageux, c'était la dernière organisation antiraciste blanche qui était importante, qui avait des positions intéressantes, notamment sous l'impulsion de Moulay Daouli, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire un certain nombre d'entre nous, on était dans le Maroc, et puis le vote qui est passé à quelques voix sur la reconnaissance de l'islamophobie en tant que racisme. Vous vous rendez compte? Il fallait, nous, on a rigolé, le seul rigolé, il disait certainement il faut une association de lutte antiraciste au sein du Maroc, tellement on a entendu des horreurs. Et par la suite, il y aura un reflux, il y aura une autre direction, etc. Alors, il va y avoir quelque chose de désaccordé, bizarrement, un reflux du champ antiraciste, une émergence de plus en plus de la résistance indigène. Mais ce qui va rester quand même malgré invariant d'une manière générale jusqu'à maintenant, ce sont un certain nombre de choses. Un, de l'antiracisme. Les indigènes sont absents en tant que sujet de l'histoire. On parle de nous. Ils veulent demander que nous, on reste comme ça, à attendre, qu'eux, ils règlent leur compte entre le blanc raciste et le blanc antiraciste. Et l'issue de la bataille, après, on va voir. Mais nous, on est absents. On n'existe pas. En tant que corps social et politique et culturel, on est absent. Et la preuve, c'est l'islamophobie, ça divise. Normalement, ça ne doit même pas diviser. On doit même pas. La question de l'esclavage, ça ne doit même pas diviser. C'est un crime contre l'humanité. On doit parler de réparation, on doit parler d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ça ne doit même pas être même. C'est-à-dire on doit discuter des modalités, comment on fait pour transformer la France. Et pas est-ce que, il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, c'est la concurrence victimaire, etc. Troisième chose, l'impact direct ou indirect à l'échelle du quartier, à l'échelle des pays, à l'échelle internationale, de nos résistances, c'est quelque chose qui est absent. Quatrième élément, c'est que même les antiracistes blancs, même les plus gentils, ils ne reconnaissent pas en fait qu'eux-mêmes, ils sont des privilégiés. Que le racisme, ce n'est pas un tort racial. S'il y a un tort d'un côté, c'est qu'il y a un avantage. Donc le racisme, il produit aussi des privilèges. Qu'eux-mêmes, ils sont privilégiés. Et donc, quand ils sont privilégiés, si quelque part, ils ne peuvent pas mener la lutte à notre place. Ils peuvent être nos alliés. On peut discuter avec eux. Mais ils ne peuvent pas être en première ligne. C'est quelque chose qui est inimaginable. C'est-à-dire, on va demander aux bourgeois de prendre la tête de la lutte ouvrière. Ou des hommes de prendre la tête de la lutte, par exemple, féministe. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tellement évident. Quand on fait ce genre d'équivalence. Et pour eux, ils butent sur ça, d'une manière. Alors, pour eux, le racisme, c'est un enjeu qui est juste intérieur au champ politique blanc. Nous, on est en dehors de l'histoire. Mais penser que les indigènes sont des acteurs premiers de la lutte, c'est quelque chose qu'ils ne le voient même pas, ce qui est tout à fait normal. Ils sont des privilégiés, qu'ils ne le voient pas. Donc du coup, on va les forcer à le voir. C'est notre résistance. Et cette résistance, elle commence à produire d'abord, comme il l'a présenté Huria tout à l'heure, une discussion au sein du monde indigène. Ces idées de l'autonomie, elles prennent de plus en plus de la consistance. Et ce d'autant plus qu'au sein des indigènes de la République, mais aussi avec d'autres groupes avec qui on milite. La brigade anti-négophobie, les Panthères de Bruxelles, et d'autres acteurs dans les pays du Sud. Parce que nous, on pense que notre émancipation, ça sera le résultat de 3 luttes qui sont importantes et liées. Notre lutte, à travers notre instrument politique, c'est-à-dire notre parti, notre organisation autonome, notre socle idéologique à construire à travers notre statut social et à travers notre vécu, à travers notre histoire, converger les luttes indigènes, parce que ce n'est pas facile de les converger, entre un Antillais et un Africain, et un Arabe et un Berbère, une femme indigène et un homme indigène, un bac plus 4 et quelqu'un dans les quartiers qui est en bas de l'échelle sociale, par exemple. Déjà, il faut, à chaque fois on nous dit il faut articuler race, classe, etc. Mais l'articulation, on doit la faire entre nous-mêmes, hein, parce que le monde indigène n'est pas unique, n'est pas unifié. Il est traversé par plusieurs statuts différents, parce que la stratification sociale, la domination, pour qu'elle marche, elle doit créer aussi une échelle au sein même de dominer, entre des gens qui sont un peu en haut, en intermédiaire, en bas, pour qu'on puisse s'entrechoquer et s'entretuer entre nous, pour qu'il y ait une guerre civile au sein du monde indigène.
Donc, converger avec nous-mêmes. Notre victoire, ça va être aussi créer des liens organiques très importants avec les indigènes du premier monde. C'est très important, c'est ce qu'on fait maintenant. Et notre victoire, ça va être aussi le résultat des luttes indigènes dans les pays du tiers-monde. Le rapport de force, quand il change dans le monde, il a une traduction concrète sur ce qu'on vit ici. Un exemple très très simple, il l'avait compris, c'est-à-dire Malcolm X, quand il a fait la tournée dans l'Afrique, etc., c'était à l'époque du mouvement de libération nationale, il était ascendant. Quand il était ascendant, les mouvements pour les droits civiques, il était ascendant au sein, il s'est radicalisé, Malcolm X, les Black Panthers et tout. Donc il y a un lien organique. Il voit quand même qu'il y a quelque chose de très important. Donc ça veut dire notre émancipation, ça va être aussi, pas le résultat de la bataille entre le raciste et l'antiraciste blanc, c'est ici de notre émancipation, de notre libération. Troisième, et je pense que Khalil va le dire, c'est une stratégie globale, parce que nous sommes dans les métropoles coloniales, nous sommes une minorité numérique. Et ce n'est pas parce que nous sommes une minorité numérique que nous allons toujours rester une minorité politique. Les bourgeois, c'est une minorité démographique, mais pourtant, c'est eux qui dirigent. Donc, il n'y a pas une correspondance à chaque fois entre la démographie, entre le nombre et la puissance politique. Cela, ça va se faire en forçant à faire une majorité. C'est-à-dire, si les blancs, les prolétariats blancs, je ne sais pas comment les subalternes blancs, etc., ils veulent s'en sortir du coup de boutoir du libéralisme, du capitalisme, ils sont obligés, parce qu'on représente 30% des classes subalternes. C'est impossible qu'il y ait une révolution, un changement, une transformation dans ce pays-là, sans qu'il y ait une alliance avec nous. Et cette alliance, on va la faire entre deux acteurs qui se respectent. C'est ça la stratégie. Donc nous, on voudrait remettre en avant la question stratégique qui est absente chez la dose. C'est-à-dire nous, on leur explique la stratégie maintenant. Normalement, la question stratégique, c'est quelque chose qui était très important à un certain moment de l'histoire. La question stratégique, elle est complètement absente. Nous, la question stratégique est quelque chose de très important pour nous dans l'immigration. D'où les textes, d'où le fait que nous, on n'accepte pas cet anti-intellectualisme qui a été impulsé notamment par le Parti communiste dans les siècles derniers. Parce qu'il avait besoin d'un certain nombre d'ouvriers qui acceptent ce que demande la direction. Nous, la question, entre guillemets, intellectuelle, c'est-à-dire la question des textes, de la réflexion, d'une discussion, c'est une question capitale, parce que sinon, on va être toujours dans le surplace. Et donc, cette stratégie, ce qu'on appelle, nous, la stratégie décoloniale, et leur seul salut, s'ils veulent s'en sortir, c'est-à-dire même si nous, on a des coups de boutoir beaucoup plus forts, il y a des résistances malgré tout communautaires, défilés comme la famille, comme dans les mosquées, dans les églises, dans un certain nombre de choses qu'on arrive à construire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver tout seuls. Leur privilège, c'est quoi? C'est de dire, moi je suis blanc, je suis chrétien, moi je suis laïque, moi je suis émancipé, moi je suis pour le droit de tout le monde. Ah, voilà, oui, voilà, ce capital symbolique. Et oui, c'est vrai que tu vas avoir un appartement un peu plus que moi. Et après, par la suite, le coup de boutoir. Hollande vient de donner 40 ou 30 ou 50 milliards encore au patronat. Je ne sais pas combien le chiffre, depuis 30 ans, 40 ans. À chaque fois, il y a un transfert très important vers le patronat. Et qu'est-ce que vous allez rester comme ça? Donc, le champ de l'antiracisme blanc, il est en ruine. La puissance politique indigène, il est ascendant, même s'il ne s'est pas cristallisé pour l'instant dans des structures très très fortes, mais il est de plus en plus fort, que ce soit sous forme d'une résistance souterraine, c'est-à-dire le voile, les mosquées, l'arabe, je ne sais pas, le berbère et tout ça, ou soit sous forme comme les indigènes de la République, comme la brigade anti-conflit, comme vous, comme d'autres d'ailleurs, qui commencent à inverser le rapport de force. Voilà, je pense...